leçons de la comédie. J'invite le lecteur à réfléchir sur un contraste qui n'a peut-être pas assez remarqué entre la comédie moyenne ou tempérée et la grande comédie. Dans la comédie moyenne, qui n'est qu'un jeu de société, la satire s'exerce souvent contre un homme en place que l'on connaît, que l'on reconnaît, mais sans dépasser la médisance de bon ton, et tout reste en ordre. Ce ne sont que de légers travers, presque toujours adhérents au personnage, et des malentendus bientôt réparés. Pourtant, de cet ensemble si convenable, il résulte, si l'on y pense, un jugement inquiet. On ne sait plus assez ce qui est permis et défendu, car tout y est arrangé ingénieusement pour que le succès modère les passions. Ce qui y règne, à vrai dire, c'est une fatalité heureuse qui voudrait désarmer le sage en prouvant que dans un monde bien organisé, les sottises et même les fautes ne vont jamais loin. Mais dans la grande comédie, toujours la même depuis les anciens âges, on voit au contraire que tous les pouvoirs sont méprisés, tous les tuteurs dupés, tous les barbons cocus, et tous les valets fripons. Tout cela est cru et sans nuance, tel que Satan le voudrait. En revanche, la jeunesse et l'amour y vont leur train, mais avec une sorte d'ivresse rieuse encore, comme si le sentiment était objet de parodie. Le plaisir reste en roi. Certes, ce spectacle ne ressemble en rien à la vie ordinaire où chacun dissimule si bien que l'avare y fait l'aumône et que l'amour y compte les héritages. Et c'est par une image de cette apparence, mais adoucie encore, que la comédie moyenne sait plaire un petit moment. La grande comédie ne ménage rien. Elle est cynique, féroce, sans respect, sans pitié. Mais, chose remarquable, le sage n'en est point blessé du tout. Au contraire, il est délivré, allégé, heureux comme tous. La morale commune est en déroute, certainement, mais la vraie éthique éclaire la scène. L'innocence éclate dans ses passions sans hypocrisie, car dans ce jeu d'où la raison s'est retirée, personne n'est choqué de voir la friponnerie répondre à l'avarice. Et Figaro à Barthelou. L'amour même se trouve allégé par ce voisinage de cette passion triste qu'il traîne toujours. Cette importance sans raison ne le touche point. Aussi, il y retrouve sa grâce de nature et son insouciance héroïque. Pour mieux dire, il n'y a point de péché dans la comédie, parce que le péché est entre deux, mélange de nature et de raison. La jeunesse et la pureté ornent ses amours sans mémoire et sans prévoyance. J'aime ces discours d'amoureux, comme on en voit dans Shakespeare. La folle Jessica jure à son amant, qui n'en croit pas un mot, qu'elle aimera toujours, par une belle nuit au clair de la lune. Dans ces discours légers, il semble que le poète se moque de l'amour aussi. C'est une vertu rare et charmante que de ne point trop dire si l'on aime et si l'on est bon. J'y vois la dernière précaution contre ces mensonges à l'usage des cœurs secs et qui, même pour les plus sincères, disent encore trop. L'amour vrai a ses trésors, il n'en fait point le compte. Il promet moins qu'il ne tiendra. Ses escalades de nuit prouvent mieux que les serments. Aussi bien est-il bon que les amoureux se sachent gardiens d'un bonheur fragile et ne se croient point dispensés par contrat d'être aimables. C'est un grand secret que de compter sur la jeunesse, et c'est le moyen de la conserver, au lieu que les amoureux de la comédie moyenne n'ont qu'un plat à venir et un amour entier. Encore bien mieux ces passions, sans masque, et cette importance vide, ces portraits enfin de nous-mêmes, tels que nous pourrions être, tels que nous serions un petit moment, et si nous ne sauvions comme par un recul notre liberté jeune, ces portraits nous rassurent et nous délivrent par ce rire qui nous rend à nous-mêmes entiers, neufs, renouvelés. On a dit que les avares ne vont pas au théâtre, mais aussi il n'y a point d'avares selon la comédie. Seulement des mouvements, des raisonnements, des éclairs, de l'avarice en tous, et de même la folie amoureuse qui veut l'amour par contrainte et précaution, et en tous, et se développe en tous autant qu'il y cède, surtout autant qu'il la couvre d'un vêtement raisonnable. L'école des femmes n'est point pour instruire quelque Arnolphe. Un fou de ce modèle n'est pas plus vraisemblable que ne sont tous ces tours de valet toujours à point derrière les portes, mais ces jeux bouffons expriment pourtant la vérité la plus profonde. J'entends que les passions sont seulement risibles dès que l'esprit les regarde, car que veut le jaloux? Qu'espère-t-il? De même, il n'existe point de médecin de Molière, mais toute science, surtout utile et respectée, s'appuie toujours un peu sur le respect, sur les insignes, toujours assez, toujours trop. C'est pourquoi le plus grand médecin rira ici de lui-même et se sauvera de lui-même par ce rire, éprouvant tout d'un coup sa puissance d'être, tout d'un coup et par ce seul regard. Car que me fait un respect volé? Si pauvre que je sois, je n'en suis jamais réduit à me payer d'une importance à laquelle je ne crois pas.
Heureux celui qui ne sait pas être important sans être ridicule, mais ses bonnes chances ne vont pas sans un peu d'humeur. La comédie nous guérit mieux sans la honte, car la force du spectacle fait que personne ne pense au voisin. Ainsi le rire n'est point gâté par la pensée que l'on rit des autres, ni par la pensée qui les rit de nous. Il est donc rigoureusement vrai de dire que la comédie nous délivre des passions par le rire, de la parodie et de la musique bouffonne. La parodie diffère de la comédie en ce qu'on y donne du ridicule à des personnages illustres et communément respectés, et cela peut n'être qu'un jeu par une apparence digne aussitôt dissipée, ainsi qu'il arrive dans les jeux de mots. Mais la parodie peut aller plus loin et présenter de même que la comédie le jeu naïf des passions, sans hypocrisie ni frein. Elle est alors comme une satire gaie. Toutefois, le vrai mouvement de la comédie ne s'y retrouve point, parce que le propre de la satire est d'attacher les travers, les vices et la sottise à un personnage véritable, ce qui nous réduit au plaisir mélangé de rire des puissants et, en tout cas, de rire des autres. Or, on peut bien se moquer d'un bouffon qui ne sait pas faire rire, mais chacun comprend que ce rire n'est plus le rire. On y trouve, et grossit dans ce cas-là, un embarras, une pudeur, une tristesse, enfin ces mouvements de charité dont la grande comédie, avec ses masques, nous délivre si bien. C'est que la parodie nous délivre d'admirer les autres, au lieu que la comédie nous délivre de nous admirer nous-mêmes. Et ajouter que la parodie ne distingue point et livre au ridicule tout un homme, alors que la comédie sauve celui qui rit par le rire. Ainsi la comédie ne va point contre le respect, mais la parodie y va toujours, ce qui fait un rire trouble et un plaisir de sacrilège. La parodie se rapproche par ses traits de la comédie moyenne, qui veut toujours nous représenter des individus et faire rire à leurs dépens. Mais cet art facile, qui est à peine un art, nous trompe tout à fait sur les moyens de la vraie comédie. Les bouffons du cirque nous instruisent mieux, car il s'en faut de beaucoup que celui qui joue le maladroit soit maladroit en effet. L'artiste ne dissimule point du tout qu'il joue un rôle, au contraire tout fait sortir le rôle et cache l'homme, en la comédie italienne de même. Un vrai bossu dans une comédie ne serait pas supportable, c'est déjà trop qu'un gros homme y voit réellement gros, y soit réellement gros. Les grands acteurs sont lestes, moyens de forme, avec des traits réguliers, grands et une voix qui porte bien. Ainsi, ils se cachent dans les rôles. Ces précautions, trop peu connues hors du métier, nous éclairent beaucoup sur le genre d'imitation qui convient à la comédie. Chacun reconnaît que l'artifice peut s'y faire voir et que les costumes de notre temps, et même fantaisistes, n'y nuisent point. Mais je dis bien plus, je dis qu'ils sont nécessaires, comme pour rappeler à chaque instant que le vrai humain n'est pas sur cette scène, ni humilié par ses farces et ses coups de bâton. C'est l'importance vide qui y est nôtre, mais sans nous et par nous juger, au lieu que dans la parodie, c'est l'importance encore, mais non pas la nôtre, mais non pas notre victoire facile d'en rire, mais aussi c'est rire sans liberté. La parodie n'est donc que la moitié de la comédie. La musique bouffonne est une parodie de la musique, mais qui se tient pourtant plus près de la vraie comédie, comme on peut voir, car rire de la musique, c'est toujours rire de soi, entendez se séparer de soi, rejeter à l'objet l'émotion vive dans le moment où la passion menace par trop de sérieux. Ainsi le trait de parodie, au reste, toujours modéré par la musique même, ajoute encore à l'effet naturel de la musique. Il y a un mouvement leste et jeune par lequel on se retire tout entier de tout soi, laissant tomber l'histoire de soi-même, fardeau de l'âge. Ce genre d'esprit qui est si profondément esprit est le contraire de la vanité. Il se montre par éclairs dans les conversations. En système, il serait lourd et ridicule encore, sans compter qu'il est quelquefois effrayant lorsqu'il vise, sous le nom de frivolité, à déposer tous les devoirs avec tout le sérieux en vue de conserver des privilèges. Seule peut-être la musique sait conduire et prolonger ce jeu par la mesure qu'elle y met et par son mouvement qui dessine et efface sans cesse. Ajoutons que l'entraînement vif, sous la loi du temps, écarte l'idée d'une volonté méchante qui se montre toujours sous la frivolité. Tel est le sens de la bouffonnerie italienne. On dira que c'est prendre bien sérieusement le plus léger des badinages, mais je ne crois pas que le rire et la gaieté soient chose de peu. Livre 6e de l'architecture, des arts en mouvement et des arts en repos. Ici prend fin l'étude des arts en mouvement, j'entends, qui suppose une action humaine à chaque fois recommencée.
et l'on a compris que sous l'action de la pudeur et de la politesse, par l'effet aussi de la loi du temps, qui impose un changement continuel et sans retour, les arts en mouvement se traduisent toujours par des signes étudiés, enchaînés, transformés sans cesse, qui échappent au contrôle et qui tendent toujours à l'illusion du théâtre, dont les masques, les costumes et les décors donnent assez l'idée. Ici, rien n'est solide et rien ne dure. Mais l'architecture nous offre maintenant une autre espèce d'œuvre que l'action humaine ne modifie plus et qui laisse au spectateur la direction du spectacle, le choix du moment, du point de vue et des successions. Ce caractère est commun à tous les arts qui seront examinés maintenant, et cette classification n'est point de hasard, car il est bon de remarquer dès maintenant que le monument a porté d'abord la sculpture, la peinture, le dessin et même l'inscription. Toujours est-il que maintenant encore la peinture attend qu'on la regarde, et le livre attend qu'on le lise. Aussi le spectateur y revient autant qu'il veut et selon qu'il est disposé, sans être réuni à d'autres, sans être pressé et emporté par le rythme. Au lieu que la musique prend très bien l'auditeur avant qu'il y ait pensé, et comme malgré lui. Et de même, quand l'auditeur est distrait un moment, on ne recommence pas pour lui. Cette condition suppose donc une attention passionnée, j'entends passive et sans recours ni répit. De là cette puissance d'illusion qu'ont les arts en mouvement et dont le théâtre use sans ménagement comme on l'a vu. Ici l'admiration et la critique ne peuvent aller ensemble, l'esprit ne gagnerait rien à chercher dans le moment et du reste il ne le peut point. Le développement ne vient pas de lui, mais de l'œuvre et selon le pas de l'auteur. Il y a donc l'interdiction d'aller au-delà de l'apparence et même d'interroger l'apparence, soit que l'on veuille rassembler les preuves de l'orateur autrement qu'il ne veut, soit que l'on soit curieux de décomposer un ensemble sonore, soit que l'on prétende poser au dramaturge les 1000 questions qui viendraient à l'esprit d'un lecteur. L'entraînement régit ces arts de magicien, une apparence efface l'autre. C'est donc comme une discipline de la pensée immédiate qui ne peut durer sans une inflexible succession. Le théâtre, la poésie et même la musique auront toujours du creux, du fragile et de l'enfantin si l'on oublie cette condition-là. C'est pourquoi aussi un esprit capricieux et qui ne fait attention que par éclair et qui revient volontiers et tourne autour de l'objet en quelque sorte, ne se prête pas toujours assez à la musique ni au théâtre, ni surtout à l'éloquence. Socrate disait « Quand tu arrives à la fin de ton discours, j'en suis encore au commencement ». Il y a donc dans tous les arts en mouvement une tromperie qu'il faut accepter. Et par opposition, nous pouvons saisir le trait peut-être essentiel de l'architecture, type achevé des arts sans mouvement, qui est de n'admettre aucune tromperie, ni même l'apparence d'une tromperie. C'est pourquoi on ne supporterait point des murs sans épaisseur, ni des piliers qui ne porteraient rien, et au contraire tout dans cet art naïf de l'architecture. De l'architecte est fait pour montrer la solidité et le poids. Peut-être même les sculptures primitives avaient-elles pour fin de prouver la solidité de la chose, et ce même caractère se retrouve dans le meuble, où il faut que le bois soit dur et massif et paraisse tel et le métal aussi. Cette condition est moins sensible dans la sculpture, mais peut-être en trouverons-nous l'équivalent et dans la peinture aussi. Retenons toujours que l'architecture est un art qui ne ment point. Cela se traduit d'abord par cette règle que l'utilité doit y être la raison de tout, comme on peut le voir pour la colonnade, qui est un écran contre le soleil, pour l'ogive qui forme une voûte plus solide que le plein cintre, et pour les arcs-boutants qui résistent à la poussée des voûtes. Mais la solidité, et on dirait presque la sincérité des monuments, éclatent encore mieux par leur grandeur et par leur masse. C'est pourquoi on peut aller jusqu'à dire que la beauté architecturale dépend beaucoup de la masse dressée. C'est presque la seule beauté des pyramides, et l'on dit que ce n'est pas peu, mais tous les monuments célèbres étonnent dès que l'on s'en approche par la grandeur des soubassements qui donnent une idée du reste. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le monument ne peut être saisi que par l'observateur familier. On pourrait dire que le premier aspect d'un monument n'est encore qu'une apparence, surtout lorsque l'on se trouve pas assez près des premières assises pour juger de la masse réelle d'après la grandeur et la puissance du corps humain. C'est pourquoi le dessin ne donne aucune idée du monument, même approché. Il le rabaisse bien plutôt au niveau de l'imagerie, par cette invariable apparence directement opposée à la vertu propre du monument, qui est une réelle source, au contraire d'apparence innombrable. Le pouvoir de durer n'est donc pas ici un caractère accessoire. La solidité nous invite à prendre temps et à revenir. Aussi, ce qui plaît d'abord même dans les ruines, c'est cette puissance de durée, plus sensible encore par les blessures du temps.
Nous avons plus d'une raison d'aimer les vieilles choses, mais cette résistance de la forme parle aux yeux déjà. Au lieu qu'un métal mince ou une corniche de plâtre sont des mensonges que l'on devine d'après la forme des ornements et dont le temps fait justice, car ces choses font des ruines laides. Des perspectives. Depuis que l'architecture savante a voulu remplacer l'architecture populaire, on a senti par les effets qu'il était difficile de construire un beau monument d'après un dessin tracé sur le papier. C'est qu'il faudrait des milliers de dessins pour représenter les aspects d'un édifice et le passage d'un aspect à l'autre. Un architecte de grande valeur a pourtant mal terminé une église gothique de Rouen, et je crois deviner pourquoi. Il a dessiné des flèches harmonieuses à voir de loin, et tel qu'un dessin d'architecte peut les représenter. Mais le terrain n'offre pas tant de recul, et il fallait compter aussi avec le passant qui lève les yeux sans s'arrêter. Chacun a pu remarquer comme les cathédrales se montrent bien au détour des petites rues, et comment les lignes qui s'entrecoupent font soudain apparaître la grandeur. Sous la voûte, ces effets de perspective sont encore plus puissants, mais c'est notre mouvement surtout qui, en déplaçant les lignes, creuse comme il faut ses profondeurs. Du dehors aussi, la cathédrale s'agrandit dès qu'on marche par les déplacements apparents de chaque partie, lesquels sont plus sensibles, comme chacun sait, lorsque les parties lointaines et les rapprochées entrecoupent leurs formes. Ainsi, cette grandeur immobile se développe dans notre mouvement émerveillé, mais dès que l'on reste immobile, toute cette grandeur s'endort, car il est vrai que toutes les perspectives prennent de la profondeur par notre mouvement. J'entends les perspectives réelles et non trompeuses, et surtout celles qui résultent de ce que les objets semblables et égaux en grandeur se trouvent à des distances différentes de nous. Au contraire, pour les perspectives imitées comme celle de la peinture, il est clair que nos mouvements suppriment l'illusion, car les arbres d'une forêt peinte n'offrent pas alors cette marche inégale, ces poursuites, ces éclipses, ni les piliers d'une cathédrale en peinture non plus. Il faut dire aussi que dans l'espace libre des jardins, notre mouvement renvoie leur vraie distance des lignes de statue, mais cet effet appartient encore à l'architecture. La statue considérée seule et entre deux, on en peut changer d'aspect par un mouvement, mais le mouvement même, au moment où on le fait, produirait plutôt une apparence de mouvement, presque toujours peu conforme à celui que le sculpteur a voulu représenter. C'est pourquoi le moment où l'on se déplace n'est pas celui qui convient à l'attention. Et peut-être cette condition exclut-elle du monument la statue libre et séparée, car les mouvements apparents qui sont l'effet propre à l'édifice nuisent au contraire à la statue, au lieu que le monument s'ouvre si l'on marche et se ferme dès que l'on s'arrête. La beauté architecturale se découvre, se cache, change et s'affirme ainsi. Par là, elle est intermédiaire entre les arts en mouvement et les arts immobiles, et sans doute les naïfs architectes du gothique ont connu ce secret-là, car en aucun point de leur édifice ni de leur voisinage, l'œil ne cesse d'être occupé de ces perspectives mobiles par lesquelles l'air devient chose et l'espace s'agrandit. Mais ces puissants effets ne s'offrent qu'à celui qui passe, encore mieux aux familiers qui passent et repassent tout dedans, et aucun dessin ne peut les représenter d'avance. C'est pourquoi il vaut mieux ici bâtir devant soi en suivant la nécessité et les modèles, sans autre ambition que de faire grand et solide. L'art du jardinier sait conserver mieux, parce que la nature même des objets interdit alors de chercher de belles formes pour un spectateur immobile. Nul ne regarde un jardin d'en haut comme on regarderait un dessin. Le jardinier cherche donc naturellement des perspectives, des avenues, des beaux tournants, des disparitions et des apparitions, des découvertes et des ouvertures. De là, ces escaliers, ces terrasses, ces détours, où il vous conduit, qui renouvellent l'aspect des mêmes choses et agrandissent ces lieux tranquilles. Les statues, les corniches, les pilastres y aident aussi, en marquant dans ces masses de verdure des points mobiles qui développent les profondeurs. Une des lois de l'architecture serait donc de rendre la grandeur sensible. On a assez dit que la tour Eiffel n'est point belle, mais placez-vous sous les arceaux et près d'un des piliers et considérez les trois autres. Vous aurez toujours une impression bien forte et qui ne me semble pas sans rapport avec la beauté. Seulement dans ce cas-là, il manque sans doute quelque entrecoupement intermédiaire qui rendrait la distance plus sensible par nos mouvements. Je ne prends point pour entrecoupement ces croisements confus où l'œil se perd. Une des raisons pour lesquelles les édifices de fer ne sont point beaux est sans doute dans ces jours innombrables que le constructeur doit laisser entre les piliers et les arcs-boutants. Il ne peut s'en sauver qu'en fermant ses ouvertures par quelques artifices, mais le plus petit mensonge gâte un édifice, comme on l'a dit. Ainsi le remède est pire que le mal.